On va passer tout de suite à l'atelier suivant avec Marie-Pierre Dubrul, qui est du groupement d'intérêt scientifique IBISA. IBISA voulant dire infrastructure en biologie, santé et agronomie. Et alors, est-ce que ça marche? Voilà. Et Marie-Pierre Dubrul est donc qualiticienne. Voilà. Et donc, on va parler, on l'a évoqué ce matin, parmi les prestations des plateformes de recherche. J'ai un collègue là qui pourrait éventuellement soit vous poser des questions dans le message. Ah, tout à fait. Bon, il n'est pas pro de la qualité du tout, mais il peut faire attendre si vous voulez. Absolument. Alors, soit il vous le fait, soit il vous le Et bien, comme il veut. Oui, oui. Voilà, ça m'intéresse. Non, bah venez. Bien sûr. scientifique. D'accord. Ça vous dérange? Non, non. Je poserai des questions parce que... Ok. Vous êtes monsieur? Franck Le Timonier. Je présenterai la présentation cet après-midi. D'accord. Ok, ça marche. Ouais. Eh ben, très très bien. Voilà. Voilà. Donc on va converser comme ça à trois. Ça sera quand même plus sympa. Et donc avec Marie-Pierre Dubrul, Franck Le Timonier. Et alors là, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Franck Le Timonier. Je travaille au CEA et je coordonne une infrastructure nationale en biologie santé qui s'appelle France Life Imaging qui sera présentée cet après-midi. D'accord. Oui, donc je disais, ce matin, le thème de la qualité a été assez fréquemment évoqué, puisqu'on s'est interrogé sur le modèle économique des plateformes. Qui dit modèle économique dit établissement de coût complet, dit pour aller ensuite vers de la prestation. Et parmi la prestation, évidemment, il faut pouvoir garantir une certaine qualité au service que l'on apporte. Voilà, d'où l'idée quand même de cet atelier. Et je crois savoir, non en fait je sais, vous êtes quand même the spécialiste de la qualité des plateformes. Mais avant, peut-être que ça serait bien que vous replaciez quand même le GIS Ibiza, le contexte du GIS Ibiza. Le GIS Ibiza, c'est quoi? Ça fait quoi dans le paysage des plateformes en France? Alors, le GIS Ibiza a été créé en 2007 et a été mis en place pour aider à la mutualisation de ressources humaines et matérielles pour justement mettre à disposition de la haute technologie au reste du monde académique et même du privé. C'est une mutualisation qui est, je dirais, impacte et implique tous les organismes de recherche, puisque les membres du GIS Ibiza sont le CEA, l'INSERM, le CEA, l'INRA, l'INCA, enfin je ne vais pas tous les citer, CPU. Donc c'est en fait vraiment une mutualisation pour des plateformes de très haute technologie où on allie compétences, expertise et équipements et développement d'équipements. Voilà. Donc le GIS c'était là pour aider financièrement au développement de ces plateformes, pour initier, je dirais, leur déploiement et ensuite pour qu'elles puissent justement dans le cadre d'une gestion orientée vers l'autofinancement, donc recherche de coûts, etc., après s'autofinancer au moins sur la partie fonctionnement, même si la partie équipement, bien sûr, reste toujours soumis à des appels d'offres parce que c'est très coûteux d'acheter un nouveau matériel. Voilà. Donc le GIS Ibiza a été donc mis en place et l'idée de initier au niveau de la qualité remonte même un peu avant aux plateformes Rio, qui était le réseau interorganisme. C'était, j'allais dire, l'ancêtre d'Ibiza, où très naturellement on a voulu mettre en place une démarche qualité pour en fait initier une culture client-fournisseur, client-prestataire, à nos chercheurs du public qui ne savaient pas. C'était voilà. la finalité. Au début, c'était ça. raison Voilà, c'était départ. pour qu'ils puissent commencer à, je dirais, à avoir cette relation vraiment client-fournisseur et plus juste collaborateur entre collègues, etc. Mettre en place un petit peu justement une organisation un peu plus structurée sur les contacts, les relations avec ces clients collaborateurs, justement pour qu'ils puissent commencer à se structurer en tant que plateforme prestataire de services de pointe. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu, alors,
excusez le terme, mais violent. Enfin, on a évoqué ce matin la question, la problématique déjà d'établir les coûts, ce qui n'est pas quand même dans la culture de base du chercheur que d'établir tous les coûts. Donc l'établissement des coûts complets, on voit quand même que ça prend un certain temps, qu'il faut faire intervenir des grands cabinets, qu'il faut établir des chartes pour que les gens respectent tout ça. Enfin bon, bref, c'est des processus quand même qui sont très longs. Et donc par là-dessus intervient une problématique de qualité qui, certes, est dans une optique d'apporter un service qualifié et supplémentaire, mais quand même un processus de qualité. Enfin, a priori, on s'en fait quand même tout un monde de franchir le pas de. Enfin, je ne sais pas comment vous sentez la chose. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais. Non, justement. Et donc, je me pose la question. On en a parlé là juste avant. Et voilà. Donc moi, je m'occupe d'une infrastructure sur laquelle on sent bien qu'il faut qu'on aille vers une démarche qualité. On commence à avoir quelques personnes, quelques clients qui viennent nous voir et on sent bien qu'on a besoin de s'organiser, qu'on a besoin d'harmoniser nos pratiques en termes de services. Voilà, mais de l'autre côté, nos plateformes sont gérées par des chercheurs et quand on parle qualité à nos chercheurs, on a plutôt tendance à effrayer un petit peu, alors qu'au contraire, on sent que c'est également un outil qui peut aider tout le monde dans l'organisation générale. Et donc la question que j'ai, c'est comment aborder la qualité dans un contexte de recherche. On n'est pas sur une fourniture de produits, de services génériques de type industriel, on est toujours sur des choses à la pointe, à la frontière avec des connaissances. Et donc comment on fait pour aborder correctement le problème qualité vis-à-vis des attentes des chercheurs. Vous avez le temps. De toute façon, c'est pas parce qu'on n'est pas dans la standardisation d'une prestation ou d'un produit qu'on ne peut pas mettre en place de la qualité et surtout le référentiel ISO 9001. Le référentiel ISO 9001, c'est surtout un outil d'aide au management qui permet de bien maîtriser au mieux toutes les règles de l'art et d'apporter la preuve que l'on maîtrise ces règles de l'art. Donc les règles de l'art, c'est la science, la recherche ou les prestations de services. Après, tout ce qui fait l'environnement de travail doit être maîtrisé au mieux, que ce soit au niveau de suivi des équipements, au niveau de suivi des compétences, de la pérennisation des compétences, de la transmission du savoir-faire, être sûr qu'on aura la bonne personne au bon moment, que l'infrastructure au niveau hygiène et sécurité est aussi adaptée aux besoins et aux produits, enfin, et l'aspect réglementaire, je n'en parle pas. Tout ça fait qu'il faut pouvoir bien maîtriser cet environnement-là pour pouvoir assurer au mieux que l'on va pouvoir réaliser son métier de chercheur, qu'il soit prestataire de service ou R&D. Il n'y a pas de souci. On ne travaille pas sur la garantie du résultat scientifique, et c'est là, il faut faire très attention, c'est pas parce qu'on est ISO 9001 qu'on sera un bon chercheur. Alors, je tiens quand même à le préciser. Il faut d'abord être bon chercheur, et l'ISO 9001 va valoriser l'environnement de travail du chercheur. Donc et l'aider à fluidifier son environnement et à lui faire gagner du temps, à le soulager sur certains points, à améliorer la traçabilité pour qu'au bout de 3 ans, il ne court pas après les uns et les autres pour aller chercher l'information, etc. Bon voilà, c'est pour l'aider avec tout ce qui l'entoure et la charge de travail et le rôle des chercheurs maintenant deviennent très complexes dans la recherche de financement, de collaboration ou de partenariat avec les industriels. Donc si on peut les soulager sur d'autres tâches en répartissant bien les rôles à tous, donc on crée vraiment une synergie de groupe et c'est pas une seule personne qui fait telle tâche, mais on essaie justement de sensibiliser les gens à se responsabiliser sur telle et telle tâche, même si c'est pas de la science, voilà, chacun joue son rôle. Et donc tout ça permet vraiment de déployer une grosse synergie et donc ça aide beaucoup les plateformes qui se sont développées très vite. Quand je dis plateforme, je parle aussi d'unités de recherche, étant donné que dans les 45 certifications, il y a plus de 10 équipes de recherche qui ont inclus leur équipe dans la certification de la plateforme, parce que c'était plus simple, mais hop, tout le monde dans le même bateau, puisque les chercheurs utilisent les mêmes équipements, les mêmes bâtiments, les mêmes outils, donc c'était naturel. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut aider énormément plateformes ou laboratoires de recherche. Mais est-ce que c'est peut-être une question un peu naïve, mais est-ce que c'est un processus et par derrière
je pense déjà au gain ou à l'efficience que ça apporte en termes d'organisation même du travail scientifique. Est-ce que c'est un processus qui peut s'appliquer à tout type de plateforme? Parce que les plateformes, enfin là je dis mot plateforme comme vous, hein, Oui. mais les plateformes, ça va de 3 personnes à 300, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un paysage extrêmement divers. Hein, Alors, et j'ai quand même le sentiment que c'est quelque chose de lourd et de long à mettre en place. Enfin, on le fait pas comme ça sur un coin de table. Hein. Alors, ça c'est sûr, ça se fait pas sur un coin de table, surtout pas. Ça se fait sur le terrain déjà. Au niveau, justement, pour répondre à votre question, oui, maintenant depuis 8 ans qu'on a initié ces démarches de certification, on a une typologie très variée des plateformes certifiées, dans les 45-50 plateformes certifiées. Ça va des plateformes à 3-4 personnes, à des structures de plus de 70-80 personnes. Soit c'est des plateformes monosites ou multisites. J'ai des plateformes qui ont plus de 12 sites. Avec aussi plusieurs tutelles, jusqu'à 7 à 8 tutelles, vous imaginez, donc ça devient un petit peu complexe, mais ça se fait. Et on a surtout toutes les thématiques scientifiques, de la génomique, en passant par la protéomique, les animaleries, l'imagerie, in vivo, l'imagerie cellulaire, enfin toute la thématique. Donc la science, la technologie, j'allais dire, je vais froisser les scientifiques, importe peu dans la mise en place de l'ISO 9001, puisque la science, c'est la responsabilité des chercheurs, c'est leur métier, leur savoir-faire. Je n'interviens absolument pas sur leur savoir-faire. Je les aide simplement à exercer leur savoir-faire. Voilà. Donc ça se fait sans problème, quelle que soit la technologie. Moi, mon expérience, je viens donc, je suis biologiste quand même à l'origine. La vie a fait que je me suis retrouvée donc dans l'orientation qualité. J'ai certifié chez Lafarge du génie civil et du bâtiment. Et je suis maintenant à la biologie, au séquençage et à la génomique. Bon, ça m'aide d'avoir ma formation de biologie, mais enfin, on peut tout certifier avec l'ISO 9001. Alors, c'est lourd. Oui, alors, je vais vous faire une réponse de Normande. Oui et non. Si on est déjà bien organisé, bien structuré, c'est-à-dire qu'il y a des managers qui naturellement font de la qualité, 9 fois sur 10 ils en font, ils ne le savent pas, hein, mais ils en font tous. C'est-à-dire quand on a une équipe de recherche et quand on est un bon manager, on a su s'organiser. Et en fait, on s'est organisé selon le modèle ISO 9001. Donc après, il y a quelques petites subtilités qui interviennent, mais il n'y a pas de grosse différence entre une équipe qui est bien gérée, bien organisée, dont les rôles de chacun sont bien définis, et l'ISO 9001. C'est Voilà. quoi un exemple de petite subtilité? Alors, ce qui manquait le plus, en fait, sur nos plateformes, détails, hein, et c'était vraiment dans la culture relation, ce que j'appelle, moi, comme qualiticienne, la relation client-fournisseur, c'était un peu la traçabilité des échanges qu'ils avaient avec leurs collaborateurs clients, parce que, bon, un scientifique discute, échange beaucoup de mails, etc. Mais le résultat de cette discussion, on avait peu de traces. Bon. Ça s'est amélioré depuis les ANR, hein, puisque pour déposer des ANR, il faut savoir, de toute façon, rédiger ce qu'on appelle le cahier des charges, etc. Donc ça, ils étaient à une bonne école aussi. Donc ça, c'est ce qui gênait le plus. Et puis tous les échanges, en fait, qui étaient très informels. Surtout quand les collaborateurs étaient à proximité, c'était autour de la cafetière, entre deux portes, voilà, ah bah tiens tu me fais ça, oui je t'apporte des échantillons, etc. Donc là c'était un petit peu la difficulté, où on a dit oui c'est bien, je vous laisse encore la cafetière pour discuter, mais il faudrait quand même être un tout petit peu plus rigoureux sur la traçabilité, l'identification des échantillons. Alors ça s'est fait aussi très naturellement selon les disciplines. Vous avez des disciplines telles que la protéomique ou même la génomique qui gèrent un nombre inimaginable d'échantillons. Donc si on n'est pas rigoureux, de toute façon, on n'exerce pas bien son métier. Donc de toute façon, le métier est lui-même exigeant, même plus que la qualité. C'est pour ça que moi, je n'impose pas beaucoup. S'ils sont bons, s'ils travaillent avec rigueur, ben voilà, l'ISO 9001 est appliqué. Quand vous avez beaucoup de données, la conservation des données, l'archivage, de façon d'eux-mêmes, ils vont protéger au mieux leurs données. 3 ans de travail, on ne va pas risquer de le perdre si on ne met pas en place un système de sauvegarde. Ben voilà, c'est ça de la qualité de l'ISO 9001. C'est préserver l'environnement et les données. Et donc tout ça, on utilise aussi, bien sûr, toutes les chartes et les exigences des tutelles sur la charte informatique de confidentialité, vous en parliez tout à l'heure, de sauvegarde des informations. On est aussi aidé par tous les services d'appui des organismes. Enfin, aidés, oui. J'ai une question très naïve. Tout à l'heure, tu as évoqué que tu avais mis en place des démarches qualité sur des plateformes multitutelles. On a vu précédemment comment, par exemple, pour la mise en place des comptes d'exploitation, que le côté multitutelle, c'était une complexité supérieure en plus qu'il fallait intégrer. Et là, concrètement, ça change quoi d'avoir une plateforme multitutelle ou monotutelle pour la mise en place d'une démarche qualité ?
Alors, les points... alors, la multitutelle, le souci, c'est surtout... le premier, c'est les ressources humaines. Parce que malheureusement, on a des liens hiérarchiques qui sont différents. C'est-à-dire que si vous avez 7 plateaux, vous avez 7 responsables hiérarchiques des personnels qui travaillent sur la plateforme. Donc quand on commence à travailler sur les plans de formation, d'acquisition de compétences, de transmission de savoir-faire, de gestion du temps, si on est en train d'optimiser ou d'améliorer l'organisation, ça peut parfois poser problème parce que les managers disent c'est mon ingénieur, j'en fais ce que je veux, et voilà. Donc c'est ça aussi, mais c'est un petit peu antinomique avec la culture de plateforme. La politique de la plateforme, c'est quand même de mettre à disposition, et c'est un engagement qu'ils ont pris en acceptant la charte Ibiza, c'est de mettre à disposition des ressources, mais pas d'en disposer quand ils veulent. Voilà. Après, ça demande quelques négociations et un peu de diplomatie, mais globalement, ça se passe bien. C'est très rare les conflits de gestion de ressources humaines. Ça prend combien de temps? Enfin, la démarche elle-même de certification, ça prend combien de temps? Ça ne doit pas prendre plus de 2 ans. Moi, c'est mon... quand même. Voilà. Ouais. Bon, mais ça, c'est la limite extrême. Maintenant, si on ne veut pas brusquer les gens, et sachant qu'ils n'ont quand même pas beaucoup de temps, et c'est ça aussi, puisque formaliser un peu le métier, j'ai besoin de tous les personnels, du manager à l'ingénieur, au chercheur et au technicien, donc il faut de la disponibilité. Donc ça désorganise peut-être un tout petit peu pendant 15 mois l'activité, mais quand je dis désorganiser... Bon, je suis gentil, c'est au lieu de passer un quart d'heure au café, on n'y passe que 5 minutes et on discute 10 minutes qualité. Donc oui, c'est 24 mois grand maximum, la durée moyenne c'est 18 mois. Voilà, quelle que soit la taille. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. La taille, la difficulté du terrain, oui, parce que quand il faut se déplacer... Donc pour le responsable qualité, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut passer son temps sur les autres sites. Donc c'est la disponibilité du responsable qualité qui est impacté énormément dans les multitutelles, les multisites surtout. Mais sinon, la démarche se fait, oui, maximum 15 mois, 18 mois. Y a-t-il des questions que ce ne soit pas toujours les mêmes qui les posent, non? Sinon, les mêmes peuvent aussi en poser encore. Le coût d'investissement de la mise en place de cette démarche qualité et de l'obtention de la certification. Alors, je vous dirais que le coût est moindre. Il y a un coût incompressible, ce sont les audits internes, enfin les audits d'organismes de certification. Où là, les auditeurs, on est obligé, parce que c'est un prestataire de service accrédité par le COFRAC. Et donc, ça, c'est un coût, par contre, incompressible. Il faut absolument, pour les grosses structures, ça peut aller jusqu'à 4-5 jours d'audit par an. Bon, l'ordre de moyenne, c'est 1500, 1700 euros la journée d'un auditeur. Maintenant, après, c'est lissé sur plusieurs années. Donc oui, ça, c'est un coût. La majorité des plateformes l'ont impacté sur le coût des prestations en général. C'est comme les équipements avec la maintenance et l'entretien. Certaines plateformes l'ont impacté, d'autres, ça fait partie de leur fonctionnement, si c'est moindre. Ça, c'est vraiment le coût le plus élevé. Après, le coût, il est surtout en disponibilité, en ressources humaines, que les gens accordent un peu de temps à la mise en place. Le deuxième poste important, c'est pendant au moins 15 mois, 18 mois, qu'une personne titulaire se forme, et ensuite soit le pilote du projet, ce qu'on appelle le responsable management qualité. Et donc là, ça veut dire que c'est un scientifique en général. Je prends un titulaire qui doit, pendant quelques temps, passer beaucoup moins de temps sur son travail de scientifique et s'investir dans la qualité. Donc ça, c'est ça pour moi un coût élevé pour cette personne-là, mais ça peut être aussi un avantage et un objectif de carrière, de réorientation de carrière pour certains. Bon, après, au niveau financier pur, moi je suis pas une obsessionnelle de la métrologie. Nous ne faisons pas de toute façon justement nous ne sommes pas laboratoire d'analyse, donc nous ne sommes pas sous l'accréditation 17000. Donc nous sommes simplement sur l'ISO 9000 organisationnel.
Maintenant, la métrologie, si vous avez une manip qui est bien construite avec des standards, avec des témoins, etc., la fiabilité de l'équipement est, je dirais, atténuée ou même annulée par les ratios. Donc, on n'a pas besoin forcément de faire de la métrologie. Maintenant, des équipements de pointe comme on a sur nos plateformes, il est évident que de toute façon, ça s'entretient, ça se calibre régulièrement, que de toute façon, entre quasiment 2 manips, ils le font déjà tout naturellement. C'est pas moi qui vais leur dire, votre spectro, il faudrait peut-être lui mettre un standard pour le régler, quoi. Ils vont le faire, que ce soit un microscope, tout naturellement, ils le font. Donc, il n'y a pas de surcoût au niveau métrologie. Est-ce qu'il peut arriver néanmoins que simplement, ne serait-ce que par l'analyse de ce qu'il faut faire pour obtenir la certification de qualité, on soit obligé quand même de chambouler quelque peu, ou en tout cas d'améliorer, puisqu'on est dans un processus d'amélioration continue, si j'ai bien compris. Mais il y a peut-être des étapes que l'on n'a pas fait jusque-là, que l'on a différées en termes d'organisation, en termes de compétences, et qu'on ne peut plus se permettre de différer si on veut obtenir la certification. Ça, c'est pas des coûts directs, hein, mais ça doit être pris en compte quand même, hein, j'imagine. Moi, sur l'expérience que j'ai avec mes ne serait-ce que d'avoir quelqu'un qui s'occupe déjà de la qualité. Ça, c'est quelque chose qui... Voilà, oui, mais c'est ce que je dis toujours aux managers, c'est que se lancer dans une démarche de certification ISO 9001, c'est pas anodin. C'est un engagement sur plusieurs années et avec surtout une implication très forte des managers aussi, eux-mêmes. C'est à eux de montrer l'exemple, ils doivent être le leader, c'est notre jargon. Hein. C'est à eux aussi de s'impliquer, d'être disponibles pour les quelques réunions de travail. C'est à eux aussi d'essayer de s'organiser en interne pour soulager un poste, enfin une personne, pour qu'elle puisse assumer la fonction de responsable management qualité. Et ce que fait le JCVISA depuis, et puis même avant le RNG, c'est que nous, on finance justement des CDD qualité pendant ces 18 à 24 mois pour quand même soulager un petit peu cette personne qui doit continuer son travail de chercheur et de scientifique. Et c'est vrai que dans la mesure du possible, on y met des ressources, sans être péjoratif, qui sont des petites mains, mais c'est vrai qu'à un moment, il y a des copier-coller, il y a des, faut aller référencer tous les documents qui existent, donc de temps en temps, il faut aller fouiller comme ça, et c'est vrai que ça fait perdre du temps. Mais ça, c'est la première phase qui dure 6 mois, où on est en train de faire un état des lieux, de sortir l'existant, pour pouvoir garder l'existant, parce qu'il n'est pas question de tout supprimer, surtout pas. Moi, 99% du temps, je conserve ce qui existe, et je rajoute qu'un tout petit pourcent. Voilà. Attendez, je vous apporte le micro. Merci beaucoup. Jean-Pierre Caminade, ministère de la Recherche. J'avais une question à vous poser sur les échantillons que vous recevez dans les plateformes. Parce que vous en recevez, les échantillons arrivent, repartent. Vous avez des produits qui sont là. Est-ce que vous avez envisagé une certification 14 000 environnement ? Non. Moi personnellement sur le JCVISA, non, pas encore. Sachant quand même que dans l'ISO 9001, on prend en compte aussi la maîtrise des infrastructures, de l'environnement et du milieu. Donc de toute façon, on y implique dans les objectifs et la politique d'aller vers l'environnement et le respect d'abord de la législation. Ça, c'est le premier point. Pourquoi pas vers l'environnement bientôt. C'est vrai qu'on travaille en ce moment sur un référentiel spécifique plateforme technologique de recherche qui va sortir, j'espère, à la FNOR en 2014, où on y met un petit point justement environnement sans aller vers la 14 000. Maintenant, une plateforme certifiée ISO 9001 depuis 7-8 ans, comme le sont certaines des plateformes Ibiza, pourquoi pas se lancer dans du 14 000 ? Le souci du 14 000, c'est qu'on est très dépendant des tutelles et des organismes, et des propriétaires des locaux. Et là, on n'a pas trop la main, et c'est ce qui nous empêche souvent de faire facilement du 14 000. Alors que l'ISO 9001 demande à pallier, sans être péjoratif, à la déficience parfois de nos tutelles, donc d'essayer de maîtriser au mieux ce qu'on ne peut pas corriger tout de suite, en mettant une surveillance, un moyen de surveillance. Donc on n'a pas obligation de correction. Donc c'est vrai que c'est plus pratique. Maintenant, le 14 000, nos marges de manœuvre, à mon avis, sont un peu trop restreintes. Mais ça devient très intéressant sur certaines plateformes, pas sur toutes, mais sur certaines, oui. Mais là, pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour, mais pourquoi pas. Mais j'ai encore beaucoup de travail en ISO 9001 pour l'instant. Surtout avec les infrastructures d'ici. Justement, vous expliquez que vous avez un travail actuellement avec l'AFNOR. C'est pour aller vers quelque chose de plus ciblé pour la biologie santé, ou c'est pour... Enfin, quel est l'objectif ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ISO 9001 est une norme très généraliste, c'est-à-dire qu'elle s'applique, comme je vous le disais, sur du génie civil, comme sur des laboratoires de recherche technologique de séquençage. Et donc, avec les plateformes, les premières plateformes qui ont essuyé tous les plâtres, on a vraiment adapté le référentiel ISO 9001 aux besoins des chercheurs, à leurs conditions de travail, à l'environnement de la recherche publique, pour qu'on puisse développer vraiment un référentiel qui leur apporte quelque chose, pour les valoriser leur travail, pour les aider à exercer leur métier malgré un peu toute l'évolution de la recherche publique, enfin de la recherche en général depuis quelques années. Et donc au travers de on va dire, en fait, ce sont les plateformes elles-mêmes qui se sont imposer des exigences au fil du temps. Elles étaient plus exigeantes que l'ISO 9001 le demandait. Et donc, on a progressivement mis en place ce qu'on appelait une grille particulière, avec des exigences très ciblées métiers, sciences. Et après, on s'est dit, pourquoi pas, au bout de 7-8 ans, d'officialiser cette norme, parce que ça répondait vraiment au métier de plateforme technologique de recherche, et que c'était vraiment un moyen de valoriser la qualité organisationnelle d'une plateforme. Voilà. Et comment vous l'avez officialisée, la norme? Enfin, elle est accessible? Pas encore. Pas encore. On est en train de travailler avec l'AFNOR, donc avec l'organisme de normalisation français, qui gère toutes les normes de France. Donc on y travaille en ce moment et en pleine rédaction. On devrait sortir, si tout se passe bien et si on ne prend pas trop de retard, en janvier 2014. C'est une norme qui remplacerait la 9001 ? Alors non, pas du tout. C'est une norme qui sera constituée de l'ISO 9001 dans son intégralité, avec des exigences métiers supplémentaires. Alors quand je dis métier, il y a aussi beaucoup d'exigences de stratégie scientifique, avec de l'anticipation prévisionnelle, de l'environnement, etc. Donc en fait c'est la 9004 un peu plus. Donc non, ça sera, quand on passera on se fera certifier selon ce référentiel, on aura 2 certificats, le certificat ISO 9001 plus un second certificat que j'appelle un peu plus professionnel. Voilà. Donc ce sera une double certification à un seul référentiel. C'est pour ça que c'est un travail assez difficile, parce qu'on ne doit pas toucher à une seule virgule de l'ISO 9001. Et bon, par contre, ça sera bien sûr, il y aura un certificat international ISO. Nous, nos exigences ne seront que NF, norme française, parce que pour que ça soit validé au niveau international, il y a 176 pays qui constituent le comité de sélection ISO. Donc là, c'est 10 ans, là, donc on n'y est pas encore. Et puis c'est peut-être pas non plus la volonté, c'est que pour l'instant, on veut travailler sur notre réseau de plateformes en France pour avoir une structuration très très solide vis-à-vis aussi de l'Europe. Et puis pourquoi pas, oui, le deuxième passage, ce serait de faire en sorte que ces référentiels soient au moins reconnus au niveau européen. Mais là, c'est encore quelques années. Pas de remords. Une toute petite dernière question avec une réponse tac au tac, parce ça y est, on atteint les 30 minutes. Est-ce que le fait d'être certifié ISO 9001 apporte un avantage concurrentiel certain, enfin tangible? Voilà, je suis une plateforme, j'ai ma certification. À côté, il y en a une autre qui offre à peu près les mêmes prestations. Elle l'a pas. Alors ça, c'est mon problème depuis de nombreuses années. J'ai beaucoup de mal à chiffrer l'impact et le bénéfice d'une certification vis-à-vis des clients ou de l'extérieur. J'ai quelques exemples ponctuels sur des plateformes pour lesquelles, par exemple, des Américains ont choisi cette plateforme parce qu'elle était certifiée. Ça s'est fait. On a, 3-4 plateformes qui ont obtenu un contrat grâce à ça. Maintenant, il faut reconnaître, c'est pas ce qui attire en premier un client vers la plateforme. C'est bien sûr la renommée scientifique. Maintenant, les financeurs, quand même, ou même les privés, sont sensibles, même s'ils ne sont pas attirés uniquement par ce référentiel, ils sont sensibles au fait qu'on a en place une organisation structurée avec de la traçabilité. Et ça les rassure en disant si je leur confie quelque chose,
je pense que ça garantit mieux le suivi. Sur le plan scientifique, ils sont convaincus déjà de la valeur de la plateforme, puisque c'est évident. Mais après, si je leur confie mes échantillons, je sais qu'ils vont faire tout pour ne pas les perdre. Voilà, même si c'est pas très fort, c'est inconscient, on va dire. Je pense que ça a un impact sur la garantie de mon projet sera bien géré ou mes échantillons seront bien gérés, en plus du résultat scientifique.